À Galguli, un poste frontalier presque invisible hier voit aujourd'hui défiler des colonnes entières de voyageurs. Dans ce contraste brutal, une frontière neuve mais déjà saturée devient, sous Ibrahim Traoré, le symbole risqué d'un État qui tente de reconquérir ses marges avant que le centre ne s'effondre vraiment. Que nous dit, à nous qui regardons de loin, cette accélération soudaine où un simple bâtiment de béton sert désormais de thermomètre à la dignité et à la sécurité retrouvée? Si cette expérience tient, elle pourrait changer la manière dont le Sahel compte ses nuits et ses frontières. La promesse posée à Galguli paraît simple. Transformer une frontière longtemps fantôme en service public capable de restaurer la confiance. Le bénéfice attendu, une marge qui protège avant que le centre ne vacille, sert d'axe à tout le projet et donne à cette station modeste une portée disproportionnée. Mais l'enjeu véritable dépasse l'infrastructure. Si Galguli fonctionne durablement, il deviendra la preuve qu'un État peut regagner du terrain sans recourir d'abord à la force, seulement en rendant ses institutions visibles, prévisibles et utiles. C'est là que se joue le risque majeur. Une frontière qui retombe dans l'ombre briserait non seulement l'élan local, mais aussi l'idée qu'un pays du Sahel peut bâtir sa propre stabilité à partir de ses marges. Et si ce point reculé décidait en réalité de l'avenir d'un territoire bien plus vaste? Cette tension, la promesse d'un modèle contre la menace d'un retour au vide, fixe les stakes qui porteront toute l'analyse à suivre. En à peine un mois, plus de 74 000 mouvements frontaliers ont été enregistrés à Galguli, un chiffre inédit pour une zone qui sortait d'un quasi-silence administratif. Et dans le même intervalle, les autorités ont constaté une baisse de 37% des incidents signalés dans le secteur, révélant un changement que beaucoup n'osaient plus attendre. Ce diptyque, afflux contrôlé et recul mesuré de l'insécurité, constitue le premier mini-reveal. La frontière fonctionne et ses effets se voient déjà. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir brièvement à la décennie où les marges du Burkina Faso avaient glissé vers un espace sans État. Pendant des années, les lignes tracées sur les cartes coloniales n'avaient plus de réalité concrète. Registres papier perdus dans la poussière, radio muette, patrouilles sporadiques, peur constante. Dans cet environnement, passeurs, réfugiés et trafiquants se mêlaient, et chaque absence institutionnelle creusait davantage la défiance. C'est cette spirale que Ibrahim Traoré a affirmé vouloir briser en misant sur une reconquête civique plutôt que militaire. Rendre la présence de l'État tangible, régulière, mesurable. Ainsi naît le projet de Galguli, soutenu techniquement par l'OIM et financé en partie par des partenaires allemands et japonais. Ici, la modernisation n'a pas été pensée comme un dispositif de surveillance imposé, mais comme une infrastructure de service. Scanner biométrique au lieu de cahiers froissés, énergie solaire alimentant l'eau potable, données fiables remplaçant les rumeurs. Dans un contexte sahélien rongé par la fragmentation, cette idée qu'une frontière puisse protéger en rendant service constituait déjà une rupture. Les premiers résultats ont confirmé l'intuition. Non seulement la station attire les flux, mais elle redonne aux habitants un sentiment d'appartenance. Pour la première fois depuis des générations, beaucoup peuvent s'y regarder un bâtiment de l'État et dire « il est à nous ». Et c'est à ce niveau quotidien et presque banal que la reconstruction institutionnelle commence réellement. À Galguli, les premiers signes de transformation sont souvent portés par des voix discrètes, celles qui vivent la frontière au quotidien. Parmi elles, Bernadette Cambiré, vendeuse de fruits, raconte comment, autrefois, l'État n'existait qu'à la radio. Elle se souvient des journées où la poussière masquait tout, où les motos traversaient sans contrôle et où la peur dictait le rythme du village. Depuis l'ouverture du poste, sa routine a changé. Elle installe son étal à quelques mètres des câbles solaires, remplit des bouteilles à la source alimentée par l'énergie du complexe. Sert militaires, voyageurs, chauffeurs, commerçants.
Cette proximité nouvelle avec l'infrastructure confère à son travail une stabilité qu'elle n'avait jamais connue. Un autre habitant, ancien officier devenu formateur local, parle d'un retour de la visibilité. Pour lui, l'effet le plus important n'est pas la technologie, mais la reconnaissance. Quand on sert, on est enfin vu. Cette phrase, simple mais lourde de sens, résume l'impact psychologique du poste. Ces témoignages montrent comment un bâtiment peut changer la perception d'un territoire. Là où la radio portait des rumeurs d'insécurité, les câbles et les uniformes expriment aujourd'hui une présence réelle, prévisible. Pour les habitants, la nouveauté n'est pas seulement l'ordre rétabli, mais la normalité retrouvée. Cette sensation que l'État reste, jour après jour, sans promesse différée. Et si l'on cherche le so what de cette phase précoce, il tient en peu de mots. La confiance revient par l'usage quotidien. Avant Galgouli, la frontière n'était qu'une trace effacée. Après Galgouli, elle devient un point d'ancrage. Ce basculement déclenché en quelques semaines forme la ligne dramatique du projet. Quichua, Cao Trao, Duchamp. Le 15 juillet 2023, le poste ouvre ses portes. Un bâtiment modeste, encore debout dans la poussière, mais muni d'outils qu'aucune marge burkinabé n'avait connus. Scanner biométrique, panneaux solaires, câbles de données. Lors des premiers jours, les habitants observent, en silence. Les uniformes restent discrets. Les ingénieurs ajustent les générateurs. Les agents testent les terminaux. Rien n'annonce encore le bouleversement qui suivra. Mais dès la première semaine, le flux augmente. Familles revenant du Ghana, transporteurs cherchant un passage sûr, commerçants tentant de reprendre leur trajet. L'accélération surprend même les équipes techniques. Comme si la simple existence du poste déclenchait un mouvement longtemps retenu. Le mois suivant, les chiffres explosent. Plus de 74 000 mouvements enregistrés, un record absolu dans l'histoire récente de la zone. Quelle que soit l'heure, les scanners cliquettent. Les soldats, les agences civiles, les techniciens travaillent côte à côte. La frontière reprend vie, non pas par une directive abstraite, mais par l'usage massif. C'est à ce moment que les premières tensions apparaissent. Dans le nord, certains groupes armés observent. Ils murmurent que cette infrastructure n'est qu'une façade, qu'elle tombera vite. Ils testent les limites. Harcèlement aux abords, tentatives d'intimidation, circulation nocturne suspecte. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré convoque un conseil de sécurité d'urgence. Il comprend que l'attaque ne serait pas seulement militaire. Elle viserait la crédibilité même du programme. Alors, les patrouilles sont renforcées, la coordination avec le Ghana resserrée. Pour la première fois, une action militaire suit une innovation civile, et non l'inverse. Les observateurs y voient un signe. L'État apprend à protéger ce qu'il construit. Dans le même temps, une autre bataille se joue, silencieuse, psychologique. Des rumeurs circulent. Stations étrangères, laboratoires d'espionnage, façade européenne. Les autorités répondent par transparence. Données stockées à Ouagadougou, gestion burkinabé, audit OIM. Mais la rumeur colle, portée par ceux qui craignent un changement qu'ils ne contrôlent pas, que sont au pas. C'est là que l'effet de seuil apparaît. Si la population croit au poste, il survit. Si elle doute, il se fissure. Et à Galgouli, la population choisit. Elle adopte l'infrastructure. Elle la transforme en routine. L'été avance. Les marchés rouvrent. Les enfants jouent près des câbles solaires. Les motos circulent moins vite. Ils cimentent moins vite. Les contrôles sont réguliers. Les registres numériques remplacent les carnets des défaites par la poussière. Une baisse de 37% des incidents frontaliers est constatée. Les transporteurs modifient leurs itinéraires. Des emplois apparaissent. Sécurité, maintenance, petit commerce, réparation. En quelques mois, plus de 200 habitants obtiennent une activité liée directement ou indirectement au poste. Les villages voisins s'ajustent, réorganisent leur journée autour de la présence nouvelle de l'État.
Dans ce glissement progressif, un détail devient décisif. L'habitude. Lorsque l'infrastructure cesse d'être un événement pour devenir un rythme, elle gagne. C'est cette victoire lente, presque invisible, qui dessine le véritable après-coup de Galguli. La transformation de Galguli se mesure désormais par des chiffres précis, et chacun raconte un déplacement profond de la dynamique locale. Le premier indicateur est le plus commenté. Plus de 74 000 mouvements frontaliers enregistrés en un mois. Ce volume, totalement inédit, signale non seulement un retour massif des usages, mais surtout une réapparition de la confiance dans un espace autrefois déserté. Cette intensité de flux montre que la population reconnaît l'État lorsqu'il agit. Le deuxième indicateur traduit un déplacement plus silencieux, mais tout aussi déterminant. Une baisse de 37% des incidents frontaliers signalés dans la zone sud-ouest. Ce recul, confirmé par les rapports de terrain, révèle comment la présence visible, uniforme régulier, contrôle prévisible, infrastructures actives, agit comme un frein naturel sur les trafics. La sécurité progresse lorsque la visibilité institutionnelle devient routine quotidienne. Le troisième chiffre touche directement l'économie locale. Plus de 200 habitants ont obtenu un emploi direct ou indirect lié au poste. Pour une localité dont l'économie formelle était presque inexistante, cet effet multiplicateur change l'ensemble du tissu social, du commerce informel aux petits services. L'emploi local consolide la frontière en ancrant la stabilité dans la vie ordinaire. Ces trois données, flux, incidents, emploi, forment la base mesurable de ce que les autorités présentent comme un nouveau modèle. Pour Ibrahim Traoré, elle valide l'idée qu'une frontière peut devenir un instrument de souveraineté concrète, et non un simple dispositif de contrôle hérité de logiques extérieures. Dans ses discours, la formule revient. Plus de données, moins de peur. Et à Galguli, ce raisonnement trouve un terrain d'application immédiat. Pourtant, les chiffres n'agissent pas seuls. Ils s'inscrivent dans une dynamique plus large. La combinaison entre autonomie technique, gestion locale et accompagnement encadré de partenaires internationaux. Les systèmes biométriques fournis via l'OIM respectent les normes de protection des données. Les panneaux solaires financés par l'Allemagne et le Japon fonctionnent sans dépendance opérationnelle quotidienne. Les équipes burkinabées assurent la maintenance et la gestion des flux. Cet équilibre, coopération technique, contrôle national, compose une structure hybride rare dans la région. Les analystes soulignent que la progression de ces trois indicateurs n'est pas linéaire, mais cumulative. Plus le flux augmente, plus les données deviennent fiables. Plus les données deviennent fiables, plus les patrouilles se calment sur des réalités mesurées. Plus les patrouilles se stabilisent, plus les habitants réinvestissent les marchés et les routes. Ce cycle circulaire, presque mécanique, explique pourquoi les effets visibles se renforcent de semaine en semaine. Enfin, la valeur politique de ces chiffres dépasse le poste de Galguli. À Ouagadougou, ils alimentent désormais les tableaux du ministère de la Sécurité. Pour la première fois, les cartes de flux humains sont mises à jour chaque semaine et non tous les trimestres. L'État, longtemps aveugle sur ses marges, voit enfin ses propres contours. Dans ce cadre élargi, la frontière n'est plus un mur, mais un capteur. Elle enregistre, éclaire, oriente. Et si ce modèle tient, il pourrait devenir l'exemple le plus concret de la doctrine de Ibrahim Traoré, sécuriser les marges pour sauver le centre. Le succès de Galguli ne fait pas consensus. Deux lectures s'opposent, chacune portée par des arguments solides et des craintes légitimes. Premier argument, l'émancipation. Pour les partisans du projet, Galguli constitue la preuve qu'un État du Sahel peut moderniser ses frontières sans s'en remettre à une tutelle extérieure. Il souligne que la gestion quotidienne est assurée par des agents burkinabés, formés localement, et que les données sont stockées à Ouagadougou, loin de toute infrastructure décisionnelle européenne. Dans cette perspective, le poste devient un symbole de souveraineté pratique, un espace où la technologie, l'ordre et les services fonctionnent au bénéfice direct des habitants, sans médiation étrangère.
Le message, pour eux, est clair. La marge peut devenir moteur, et non simple périphérie. Deuxième argument, la dépendance masquée. Les critiques avancent une inquiétude différente. Selon eux, le financement extérieur, Allemagne, Japon, OIM, révèle une fragilité structurelle. Sans ces apports, aucune installation solaire, aucun scanner biométrique, aucune formation n'aurait vu le jour. Ils redoutent que le pays échange une ancienne dépendance militaire contre une dépendance technologique plus subtile. Le poste, disent-ils, n'est peut-être qu'un laboratoire financé par d'autres, où l'autonomie serait davantage proclamée que réelle. Réponse appuyée sur les données disponibles. Les rapports officiels et les observations de terrain introduisent un correctif important. Les systèmes biométriques respectent maintenant les normes éthiques internationales. Les agents locaux ont reçu des formations spécifiques à la protection des données. Aucune infrastructure étrangère ne porte de drapeau ni de pilotage externe. De plus, la routine quotidienne, fonctionnement continu, contrôle visible, service rendu, ne dépend d'aucun dispositif extérieur permanent. Ce sont les habitants, les équipes locales, les patrouilles nationales qui assurent la stabilité. La confrontation entre ces deux positions révèle une tension centrale. Comment apprendre avec l'aide d'autrui sans perdre le contrôle de son propre territoire? Galguli apporte une réponse provisoire, mais tangible. La souveraineté ne s'affirme pas en théorie. Elle se vérifie dans la constance des pratiques quotidiennes. La frontière respire autrement. Ce constat, bref, marque le milieu du récit. Non plus une hypothèse, mais une réalité installée. À Galguli, quelque chose bascule lorsque la lumière solaire continue de briller chaque nuit sans interruption, comme si l'infrastructure elle-même refusait de retomber dans l'ombre. Ce maintien, presque obstiné, crée un effet inattendu. Les groupes armés qui prédisaient l'effondrement du poste commencent à s'éloigner. Non par défaite militaire, mais parce que l'endurance du site rend leur menace moins crédible. C'est ici que l'on mesure le midpoint reveal. La stabilité n'est pas spectaculaire, mais elle s'accumule, lentement, sûrement. Les marchés rouvrent régulièrement. Les enfants jouent près des câbles sans craindre les patrouilles. Les uniformes ne signifient plus intimidation, mais prévisibilité. Et cette normalité nouvelle est précisément ce qu'espérait Ibrahim Traoré lorsqu'il parlait de « sécuriser les marges pour sauver le centre ». Sous le soleil du Sahel, la vie quotidienne devient l'indicateur le plus puissant. Quand les habitants cessent de se demander si l'État reviendra demain, la souveraineté cesse d'être une promesse pour devenir un fait. Les effets de Galguli se déploient aujourd'hui en 4 dimensions distinctes, chacune montrant comment une frontière peut devenir un moteur plutôt qu'une limite. Les données s'accumulent, les routines s'installent, et les impacts se lisent aussi bien dans les chiffres que dans les conversations quotidiennes. Sous Ibrahim Traoré, cette matérialisation progressive de l'État transforme la région de manière très concrète. Pour les résidents de Galguli, le changement se perçoit dans les gestes les plus simples. Les familles accèdent à une eau potable régulière grâce au forage alimenté par l'énergie solaire. Les marchés, autrefois irréguliers, ouvrent désormais à heures fixes. Les femmes vendent du mil, des fruits, de l'eau fraîche, sans craindre l'arrivée inattendue d'un groupe armé. Le sentiment d'appartenance renaît. Beaucoup affirment pour la première fois que l'État ressemble à un voisin qui reste. Les enfants jouent près des câbles solaires sans que les parents ressentent la tension d'autrefois. Cette stabilité intime constitue l'un des gains les plus durables. L'impact économique est rapide. Plus de 200 emplois directs et indirects sont nés du poste. Agents, techniciens, vendeurs, transporteurs, réparateurs, restauratrices. Autour du site, de petits services émergent. Location de motos, stands de réparation rapide, points d'eau filtrée, restauration près de l'entrée du complexe. Les transporteurs réorganisent leurs itinéraires, attirés par une frontière prévisible. Peu à peu, des commerçants des villages voisins rejoignent le flux,
créant un micro-corridor économique inattendu. Cette dynamique, non planifiée, montre que la sécurité visible engendre une économie vivante. Pour les institutions, Galguli fournit un outil inédit, une frontière qui génère des données en temps réel. Depuis l'ouverture, plus de 60 hectares traversés alimentent les tableaux du ministère de la Sécurité, permettant pour la première fois une mise à jour hebdomadaire des flux humains. Les patrouilles, autrefois réactives et approximatives, deviennent stratégiques et guidées par l'information. La baisse de 37% des incidents signalés dans la zone sud-ouest montre comment la présence visible transforme la sécurité en routine. L'État, longtemps aveugle sur ses marges, redécouvre ses propres contours. Les voisins observent. Au Ghana, les autorités saluent un rempart efficace contre les trafics. En Côte d'Ivoire, certains craignent un ralentissement commercial, mais reconnaissent les progrès. Au Mali et au Niger, les régimes alliés voient dans Galguli un prototype de autonomie africaine. Un poste financé en partie par l'extérieur, mais pensé et opéré par le Burkina Faso. Même l'Union africaine cite Galguli dans ses discussions sur la gouvernance des frontières. Chacun y lit quelque chose de différent, mais tous s'accordent. Ce point isolé du Sahel a acquis un poids géopolitique inattendu. La somme de ces 4 dimensions révèle une vérité simple. Lorsque la souveraineté devient quotidienne, elle cesse d'être un slogan. Elle se prouve jour après jour, dans les usages, les chiffres, les visages. Exactement ce que cherchait Ibrahim Traoré en réhabilitant les marges du pays. 3 trajectoires se dessinent pour les mois à venir, chacune plausible, chacune dépendante d'un équilibre fragile entre présence, maintenance et perception publique. Galguli n'est plus une expérimentation, c'est un test grandeur nature dont l'évolution décidera si le modèle devient politique nationale ou simple parenthèse lumineuse. Le poste fonctionne à pleine capacité, sans interruption notable. Les patrouilles mixtes Burkina-Ghana stabilisent la zone. Les données circulent régulièrement et alimentent une planification plus fine des mouvements. Le modèle commence à se dupliquer vers Dola, Yendéré ou Madouba, selon le même schéma. Énergie solaire, système biométrique, équipe locale formée. Dans cette trajectoire, la frontière consolide lentement une souveraineté pratique. Pas spectaculaire, mais constante, lisible, utile. C'est le scénario le plus probable, si les routines installées continuent de tenir. Ici, le succès de Galguli dépasse les frontières nationales. Le Mali, le Niger ou la Guinée s'inspirent du modèle sécurité plus service, intégrant au passage des mécanismes de protection des données et des infrastructures solaires semblables. L'Union africaine cite Galguli comme cas d'école d'une souveraineté démontrée. Les partenaires européens ajustent leur approche. Moins de prescriptions, plus de collaboration technique. Le Burkina Faso devient alors non plus importateur, mais exportateur de méthodes. Un rôle inédit pour un pays du Sahel. Ce scénario suppose une stabilité continue et une communication transparente afin d'éviter toute suspicion de dépendance extérieure. Une attaque ciblée, un sabotage interne ou une panne prolongée pourrait fragiliser l'ensemble du système. Les groupes armés, frustrés par la perte d'influence, pourraient frapper non la fonction mais le symbole. Une telle rupture créerait un choc moral. Suspension de financement, ralentissement des duplications, retour de la peur. Le dommage le plus important ne serait pas matériel, mais narratif. L'idée même d'autonomie reculerait d'une décennie. Ce scénario reste minoritaire, mais exige une vigilance permanente. Entre ces 3 chemins, une seule pratique demeure essentielle. La transparence. La frontière doit prouver que la donnée sert sans surveiller, que la sécurité accompagne sans dominer, que la modernité peut s'ancrer sans s'imposer. C'est dans cette posture que se joue la durabilité du modèle. À ce stade, l'histoire de Galguli ne concerne plus seulement un poste frontalier perdu dans le Sahel. Elle touche 3 types de lecteurs, 3 manières différentes de se projeter dans ce récit, qu'on vive au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest ou ailleurs.
Pour les personnes habituées à composer avec des services publics irréguliers, Galguli offre un miroir inattendu. Il montre ce que signifie, très concrètement, la stabilité. Savoir que la lumière reste, que l'eau coule, que les patrouilles suivent un rythme prévisible. Ceux qui ont connu les coupures, les files d'attente interminables ou l'absence d'État y reconnaissent un espoir modeste, mais palpable. La normalité s'y est possible, même loin des capitales. Pour un public plus informé, souvent concentré dans les villes ou à l'étranger, Galguli soulève une question récurrente. Comment un pays peut-il se moderniser sans perdre le contrôle de ses choix ? La station révèle qu'une technologie financée de l'extérieur peut fonctionner sans tutelle, si la gouvernance reste locale et si la maintenance est assurée par ceux qui vivent sur place. C'est une manière de rappeler que la souveraineté n'est pas un bloc rigide, mais une série de décisions quotidiennes. À tous ceux qui voient l'Afrique au prisme du retard, de l'immobilisme ou de la fatalité, Galguli répond par l'exemple. Un câble solaire, un emploi local ou un registre numérique ne sont pas des symboles grandioses, ce sont des pièces de réalité. Et pourtant, ce sont ces pièces minuscules qui, en s'additionnant, modifient un climat d'impuissance en dynamique collective. Pour que Galguli cesse d'être un prototype isolé et devienne un véritable modèle national, 5 étapes cohérentes s'imposent. Elles s'appuient sur les pratiques observées sur le terrain et suivent la logique portée par Ibrahim Traoré. Sécuriser les marges par la présence, non par la promesse. Le premier objectif consiste à garantir la continuité opérationnelle du poste. Maintenance des panneaux solaires, vérification des scanners biométriques, rotation des équipes. Rien n'est spectaculaire, mais tout est vital. Un poste qui s'arrête perd instantanément sa crédibilité. Le modèle doit être déployé vers une douzaine d'autres postes avant fin 2025. Chaque nouveau site reprend le même triptyque. Énergie solaire, gestion locale, formation technique. La cohérence prime sur la vitesse. Mieux vaut 10 postes solides qu'une expansion fragile. La technologie doit rester un outil, jamais une arme. Le gouvernement se prépare à publier des directives strictes sur la protection des données et invite l'OIM à auditer chaque trimestre. Cette transparence réduit les rumeurs de surveillance étrangère et renforce l'appropriation communautaire. Quand les habitants cessent de se demander si le poste fonctionnera demain, la stabilité devient réflexe. C'est dans cette banalisation, eau qui coule, lumière régulière, patrouille prévisible, que la frontière cesse d'être une ligne abstraite pour devenir une peau vivante du pays. Associer le Ghana, le Mali et la Côte d'Ivoire à des corridors conjoints renforce l'efficacité régionale. Une frontière stable fonctionne mieux lorsqu'elle dialogue avec celles qui l'entourent. Ce parcours à 5 étapes repose sur une idée simple. La souveraineté devient durable lorsqu'elle s'apprend, se répète et se partage. Bernardette Cambiré ferme son étal comme elle le fait désormais chaque soir, sous la lumière régulière des panneaux solaires. Autrefois, elle craignait que l'État ne disparaisse aussi vite qu'il était devenu. Aujourd'hui, cette inquiétude s'estompe à mesure que la routine s'installe. Dans ces gestes simples, remplir les bouteilles d'eau du forage, ranger les fruits, saluer les agents en service, se lit la transformation la plus profonde de Galguli, celle qui ne dépend ni des discours, ni des chiffres, mais de la constance. Ce retour silencieux du quotidien représente exactement ce que Ibrahim Traoré voulait prouver. Qu'une frontière peut être un lieu d'appartenance, non de distance. Et en regardant Bernardette tracer son chemin du soir, on comprend pourquoi cette station modeste a pris une telle importance symbolique. Elle incarne ce que beaucoup n'osaient plus espérer, un endroit où l'on ne se demande plus si la lumière s'éteindra demain. Dans ce calme retrouvé, une phrase résume l'enjeu. La stabilité prend racine dans les gestes répétés. Et c'est peut-être là que réside la force de Galguli. Non pas dans ses murs, mais dans les vies qui s'y accrochent à nouveau. Galguli n'est peut-être qu'un point minuscule sur la carte du Sahel,
Mais il révèle quelque chose de plus large, la façon dont un pays peut se redresser à partir de ses marges. Ce récit n'appartient pas seulement aux diplomates, ni aux experts qui scrutent les rapports. Il parle à toute personne qui s'est un jour demandé si le changement était encore possible là où il semblait n'y avoir que fatigue ou résignation. Dans cette lumière sobre, solaire, obstinée, régulière, se joue une question collective. Comment soutenir sans bruit les expériences qui se donnent confiance? Comment reconnaître la valeur des petites victoires, celles qui ne font pas les titres mais transforment des vies? Si cette histoire vous a éclairé, si elle vous a donné envie de regarder différemment ce qui se passe dans les marges du monde, alors poursuivons la conversation. Votre regard, vos questions, vos doutes même contribuent à enrichir ce débat.